Je suis ravie d'être à Lille ce soir, dans cette synagogue magnifique, dont vous m'avez dit qu'elle a été rénovée il y a 3 ans, où on avait respecté la décoration ancienne. Et c'est très émouvant, en effet, de voir les fresques qui étaient d'époque, c'est-à-dire du 19e, c'est ça, à peu près. Je suis très heureuse d'être là, ici ce soir, où il y a un public, mon Dieu, tout à fait nombreux, et ce qui me réjouit, et c'est vraiment très gentil à vous d'être là. J'ai été très émue par les quelques mots du Père Fauvat. Je trouve que c'était un merveilleux témoignage de générosité, d'empathie, d'amitié judéo-chrétienne, et j'ai trouvé vraiment que c'était un merveilleux salut à toute cette communauté et à tous les citoyens. Je vous remercie beaucoup pour votre présentation, beaucoup trop élogieuse. Je vais rectifier un point qui me semble central. Les pulls Annie Blatt. Les pulls Annie Blatt qui ont, je ne sais pas au nom de quoi, ont créé une réputation, parce que vous savez, il suffit que ce soit écrit une fois dans un journal et recopié dans un autre, et ça devient une sorte de mantra. Je les ai portés 5 fois sur 500 émissions. Et donc ça a beaucoup plus marqué des journalistes qui l'ont écrit que moi-même. Et vous allez comprendre tout de suite pourquoi, parce que toutes les femmes vont comprendre tout de suite. Des pulls en mohair, sous des spots très puissants sur un plateau de télévision, c'est extrêmement chaud, il y a des petits morceaux de laine qui volettent dans l'air et qui se prennent dans les yeux. C'est extrêmement désagréable, et ça n'est rien du tout, et c'est pas du tout critique contre la marque qui avait été très, très gentille de me fournir 2 ou 3 pulls, mais simplement j'ai appris qu'on ne se mettait pas, même par grand froid, ce qui va peut-être nous arriver cette année, aussi chaudement vêtu à la télé. Donc vous voyez, c'était essentiel comme remarque. Vous avez dit que j'étais une combattante. Je vous remercie, j'accepte ce titre qui me séduit, je ne sais pas s'il me va bien, mais il me plaît bien en tout cas. Dans la partie récente donc, de ma vie, j'ai profité des 2 dernières années qui étaient un peu confinées et covideuses pour écrire en effet 2 livres de suite. L'un, le tout dernier, qui s'appelle Passé composé et qui est une forme en effet de mémoire. Alors j'avais dit que jamais j'écrirais mes mémoires, mais au fond il n'y a jamais que les sceaux qui ne se dédisent pas. Et le précédent qui a 2 ans et qui s'appelait La rafle des notables sur... je vais commencer par là parce qu'on est à quelques jours du 81e anniversaire du 12 décembre, c'était le 12 décembre 1941, il y a eu donc 80 ans l'année dernière, et on est au 82e anniversaire, même très exactement. Non, 81, je ne sais pas compter, en fait, c'est embêtant quand même. Et cette rafle du 12 décembre a été... à mon avis, a concerné des Français juifs, mais c'est une date importante dans l'histoire nationale. Et je suis assez fière simplement d'une chose, c'est que cette rafle, qui n'était pas très connue des Français, et pour tout dire de moi-même, soit aujourd'hui répertoriée comme étant une des dates sombres de l'occupation. Vous savez, c'est de la même manière que Auschwitz est devenu le camp des camps, la rafle du Veldiv est devenue la rafle des rafles. Et c'est bien normal qu'il y ait des événements qui prennent toute la lumière et tout le potentiel symbolique. Or, cette rafle venait avant, dans un ordre chronologique. Avant, c'était la 3e rafle qui avait lieu à Paris. Il y en a eu une en mai 41, une autre en août 41, et celle-là en décembre 41 a fourni, hélas, le premier contingent, si j'ose m'exprimer ainsi, de juifs pour le premier convoi à destination d'Auschwitz en mars 1942. Pourquoi j'ai écrit ce livre? Parce que mon grand-père en a fait partie, a été raflé
le 12 décembre, comme un certain nombre de ceux qu'on a appelés des notables, qui est un mauvais titre, qui est une traduction, je crois, allemande, qui voulait dire plutôt les juifs influents. Mon grand-père n'était en rien influent, il était commerçant, marchand de dentelle, et qu'il importait de Belgique, dont je crois que le consul est présent ce soir et que je salue ici. Et donc, on les a appelés notables parce que tout simplement, ils étaient parfaitement intégrés, assimilés à l'ensemble de la communauté française, devenus citoyens sous Napoléon. Ils ont été intégrés en Alsace, à Paris, dans les différents territoires de la République. Et ils avaient fait la guerre de 70 pour certains, la guerre de 14 pour d'autres, et la guerre de 40 pour les derniers. Ils étaient souvent décorés, ils étaient souvent avaient des postes importants dans la République. Certains étaient sénateurs, certains étaient présidents de cour d'appel, certains étaient présidents de cour de cassation. D'autres avaient un nom célèbre, comme René Blum, qui était le frère de Léon Blum, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a été arrêté, comme Jean-Jacques Bernard, qui était le fils du dramaturge Tristan Bernard, comme le mari de l'écrivaine Colette, comme des avocats, des juristes, des médecins, etc. Et tout simplement parce que les Allemands voulaient qu'aucun juif ne se sente à l'abri, qu'aucun juif ne puisse, quel que soit son poste dans la République, quel que soit son état de service, se sentir à l'abri de l'extermination qu'ils avaient décidé d'infliger au peuple juif. Et contrairement à ce qu'un polémiste qui est devenu candidat à la présidence de la République a déclaré, l'État français n'a jamais protégé les Juifs de France. Encore que utile protéger les Juifs de France et livrer les Juifs étrangers, l'argument me paraît de toute façon obscène. Mais de surcroît, le maréchal Pétain et Vichy n'ont jamais protégé les Juifs. Au contraire, ils ont devancé les ordres des Allemands, d'une part en faisant des décrets en octobre 40 qui les ont mis au banc de la société, et deuxièmement en ne levant pas le petit doigt en ce qui concerne la rafle des notables, par exemple, et en organisant aux côtés des Allemands la rafle du Veldiv et les rafles suivantes. Je ne m'appesantirai pas là-dessus, je crois que la démonstration a été faite de la falsification de l'histoire. Et ça m'intéressait précisément de rappeler cette histoire. On n'était pas encore en campagne présidentielle, mais l'argument avait déjà été utilisé par de nombreux révisionnistes et de nombreux négationnistes, et je trouvais qu'il était bon de rappeler quelques éléments de notre histoire nationale. Alors, je ne sais pas si vous voulez que je... Une question rapide pour notre public. Pourquoi avez-vous eu à un moment l'idée, et surtout les ressources, les sources d'informations concernant cette fameuse rafle des notables, qui paraît effectivement, comme vous l'avez rappelé, relativement inconnue du grand public, puisqu'on rappelle toujours effectivement la rafle du Veldiv, on en a fait des films, etc., etc. Et la rafle des notables, s'il n'y a pas votre livre, où vous avez trouvé sans doute des sources importantes, et on aimerait bien connaître l'origine et l'idée d'abord au niveau de l'origine de ce livre, et surtout les sources d'information pour mettre à jour cette rafle. Je vais vous décevoir, mais j'avais très peu de sources. Et moi-même, j'ignorais l'existence de cette rafle, comme la plupart des Français. Et étant la petite fille de mon grand-père, que je n'ai pas connu puisqu'il est mort, il n'a pas été déporté, il a été miraculeusement mis à l'abri par ma grand-mère, qui a réussi à le faire sortir in extremis quelques jours avant le départ pour Auschwitz. Il est mort des suites de cet internement, mais il est mort dans son lit et pas dans une chambre à gaz, ce qui était un luxe relatif à l'époque. Je ne l'ai pas connu. Mon père était dans la France libre, vous l'avez rappelé, il était dans la France libre au Proche-Orient, et il n'avait pas de détails. Quand il est rentré, il a sûrement su des tas de choses, mais curieusement, ou plus exactement pas
curieusement, parce que ça s'est arrivé dans beaucoup de familles. L'histoire ne s'est pas beaucoup transmise. Et disons que j'étais malheureuse comme je dis dans le livre, des questions que je n'avais pas posées. Et au fond, c'est un peu ça que j'ai voulu faire, c'est d'essayer de retracer l'histoire de cette rafle, l'histoire de cet internement au camp de Compiègne, les personnages qui faisaient partie de cette rafle, qu'on comprenne qu'à 60 km de Paris, 80, 100 km de Paris, mais disons à 1 heure de voiture de Paris, un camp nazi avec toutes les caractéristiques du camp nazi, sauf qu'il n'y avait pas de mise à mort, était réuni. Un camp nazi a existé aux abords de Paris, administré par les Allemands sur une partie du territoire français. Donc je voulais mettre ça à jour. Les sources, j'en avais très peu. J'avais quelques images et j'ai été fouillée un peu au mémorial de la Shoah, j'ai été fouillée au camp de Compiègne, au mémorial de Compiègne. J'ai lu beaucoup de témoignages de ceux qui avaient pu échapper, des journaux qui sont publiés et que Serge Klarsfeld a contribué à publier. Je me suis un peu immergée, j'ai regardé en effet le travail des historiens qui n'étaient pas très nombreux sur le sujet, qui étaient même assez pauvres. J'en ai parlé même à Robert Paxton, vous savez, l'auteur, avec Marius et Paxton, le premier auteur qui a mis en cause le rôle de Vichy dans la déportation des Juifs de France. Et lui-même, il consacre 2 lignes ou 3 lignes dans son livre fameux. Donc il y avait extrêmement peu de choses et je n'avais entre les mains qu'une seule chose extrêmement émouvante, qui est un dessin qui a été fait par un camarade de détention de mon grand-père et qui le montre au bout de 3 mois de détention, enveloppé dans un grand manteau, une sorte de grande capote militaire, au Val-de-Grâce, qui était non pas seulement un hôpital, mais qui était l'annexe administrative du camp de Compiègne quand les déportés étaient si malades et si fatigués et si maigres et si atteints par la maladie qu'ils n'avaient plus la force d'être là, et qu'au fond les Allemands mettaient dans des hôpitaux pour essayer de les retaper. Pourquoi ? Pour pouvoir les déporter et les mettre à mort après. Et donc, ces quelques fragments m'ont aidé, au fond, à essayer de retracer une histoire où j'avais extrêmement peu d'éléments, mais qui était, au fond, symbolique de ce parcours que tous ceux qui ont été arrêtés à ce moment-là ont connu. Et j'en ai tiré, avec l'aide d'un très bon documentariste qui s'appelle Gabriel Le Baumin, un documentaire qui est passé au printemps dernier sur le service public et qui a été beaucoup vu, beaucoup plus vu que n'ait lu un livre. C'est le lot de ce média qu'est la télévision. Et donc je suis heureuse qu'aujourd'hui cette rafle soit connue comme telle et célébrée comme telle. Et c'était un peu donc mon devoir de mémoire à moi, puisque cette expression est assez galvaudée aujourd'hui. Pour faire une transition par rapport à votre carrière de journalisme, je voudrais avoir vos impressions sur votre interview dans la fameuse émission que je ne citerai plus d'un témoin de la Shoah qui était Elie Wiesel. Ça, c'est la première question. Et la seconde question, qui est un acte de courage et de bravoure, surtout quand on est dans le service public, d'avoir refusé de recevoir Jean-Marie Le Pen. Elie Wiesel était un ami. Pour être tout à fait honnête avec vous, je ne me rappelle plus très exactement ce qui s'était dit dans cette émission parce que ça se confond avec les nombreuses conversations que j'avais eues avec lui et surtout les nombreuses lectures que j'ai faites de son œuvre. Mais il était une sorte d'abord un témoin vivant, un témoin
qui a raconté dans un livre qui en 1954 qui s'appelait La Nuit, préfacé par François Mauriac, qui avait été très saisi par le récit. À l'époque, il n'y avait pas encore grand-chose comme récit des camps d'extermination. Lui-même avait été à Auschwitz, avait vu mourir son père, et j'ai un souvenir terrible d'une des scènes qu'il décrit, et qui décrit tellement ce qu'a été le quotidien de ces martyrs des camps, où il raconte que le jour de la mort de son père, qu'il adorait, une de ses premières pensées a été « je vais avoir un morceau de pain de plus ce soir ». Et à travers son œuvre, à travers tout ce qu'il a dit, écrit, il a dressé un tableau à la fois de la communauté juive telle qu'elle existait, notamment en Hongrie, puisqu'il était d'origine hongroise, de Transylvanie, en Hongrie jusqu'à la guerre, et de cette tragédie au fond qu'a été le massacre de tout un peuple pendant les 5 ans qu'a duré la Deuxième Guerre mondiale. Sur Jean-Marie Le Pen, vous touchez là un point, je vais dire, assez polémique, parce que j'ai été la seule de mon avis. J'étais extrêmement minoritaire dans cette réaction. Je ne sais pas si j'ai eu raison. En tout cas, je n'aurais pas pu faire autrement, et je n'agirais pas autrement non plus. Pourquoi j'ai refusé de recevoir Jean-Marie Le Pen? Je m'en suis tellement longuement expliqué, et notamment dans ce livre Passé composé, où je le fais vraiment sur la longueur, et où j'en tire vraiment tous les fils. Je pense, comme vous le disiez, qu'un journaliste n'est pas là pour faire la part des choses, tout ne se vaut pas, contrairement à la doxa ambiante. Aujourd'hui, il est de bon ton dans les émissions de faire venir un résistant et un collabo, de faire venir un honnête homme et un truand, disant qu'au fond, une même notoriété équivaut une autre notoriété. Non, moi, j'ai jamais pensé ça. J'ai pensé, mais ça pose des tas de problèmes en matière de journalisme, parce que qui décide de la hiérarchie d'une information? Qui décide, en effet, de qui doit être interrogé? Mais je pensais et je pense toujours, qu'il est extrêmement difficile pour un journaliste qui n'est pas à égalité avec la personne qui l'interroge, d'interviewer de manière neutre quelqu'un qui ne se situe pas dans les marges de la démocratie. Jean-Marie Le Pen a été de multiples fois condamné pour racisme et pour antisémitisme. Il contrevenait aux règles élémentaires de la démocratie, il professait et se targuait d'un racisme militant, et je ne me suis pas vue la capacité de lui donner la parole, parce que tout simplement, quand on interroge quelqu'un qui est... et ça vaut, j'avais refusé de la même manière d'interviewer Fidel Castro ou Saddam Hussein, qui m'avait demandé, avant la première guerre du Golfe, de faire une émission, et j'ai refusé. Dans la mesure où j'avais eu tout un débat avec, je crois qu'un de vos futurs invités, Jean-Pierre Elkabbach, vous pourrez l'interroger là-dessus, qui m'avait dit « Mais alors vous n'auriez pas interviewé Hitler et Staline ?» Et j'ai répondu « Non. Non, au risque de perdre un scoop extraordinaire, mais encore une fois, je leur ai surtout tendu un micro pour leur permettre de délivrer un message. Et je pense qu'il faut avoir une conception très humble du métier que nous faisons. Nous ne pouvons pas tenir tête à un invité au-delà d'une certaine limite. C'est-à-dire que tous ceux qui sont à peu près dans une orbite démocratique, vous pouvez leur lancer, vous pouvez une fois, 2 fois, et puis passer à un sujet suivant, puisque vous n'êtes pas à égalité pour débattre.
mais quelqu'un qui aurait dit, moi, oui, monsieur Staline, monsieur Hitler, vous pensez quoi des camps que vous avez ouverts? C'est pas bien, vous savez. Ils auraient dit, oh, mais c'est archi faux, c'est absolument inexact, je ne sais pas ce qui vous permet de dire ça. Et à ce moment-là, on sert la propagande de quelqu'un. Mon exemple est évidemment extrêmement grossier, mais c'est pour vous faire comprendre que quelquefois la frontière est très difficile. Et je reconnais moi-même avoir de temps en temps flirté avec cette frontière difficile. Notamment, j'ai fait une interview avec le roi Hassan II, qui n'était pas un grand démocrate, mais qui était un homme intelligent et qui voyait tout le parti qu'il pouvait tirer d'une émission où je lui avais prévenu que je l'interrogerais à la française, c'est-à-dire comme j'interrogerais un homme politique. Mais c'est vrai que c'est très compliqué de dire qu'on n'interrogera que ceux qui sont élus au suffrage universel et qui respectent la liberté d'expression. C'est vrai que c'est assez particulier. Simplement, c'est une des règles qu'on se fixe à soi-même. J'ajouterais une raison un peu personnelle, c'est que j'avais été attaquée très violemment par le Front National et par sa presse, que j'ai fait condamner d'ailleurs, pour racisme et antisémitisme, avec des mots extraordinairement violents, que le père de mes enfants avait été traîné dans la boue publiquement par Le Pen, comme un journaliste juif, Yvan Levaille, et donc je n'avais pas de raison, alors que je n'étais pas une émission de campagne électorale, une émission du service public, j'étais sur une chaîne privée où je pouvais choisir mes invités, je les ai toujours choisis, c'est toujours moi qui ai décidé qui devait venir. Et quand Le Pen a été candidat en 1997 notamment aux élections législatives, enfin il menait la liste du Front National, le CSA à l'époque avait obligé toutes les émissions à recevoir tous les candidats, ce qui était naturel. Et j'ai cédé ma place au directeur de l'information. Et donc, Le Pen est venu à 7/7, mais moi, je n'y étais pas ce jour-là. Et donc, encore une fois, je suis toute seule de mon avis. On ne peut pas dire que j'ai rallié beaucoup de gens à ma cause. Je suis toute seule de mon avis, mais je pense que je n'aurais pas su faire autrement. Et ce que les dirigeants de ma chaîne de télévision ont pris pour un caprice de star n'était en rien un caprice et était une conviction très profonde et très personnelle. Voilà. Alors, j'ajoute peut-être une chose parce que la question sera venue à vos esprits, c'est qu'est-ce que je ferais aujourd'hui si j'avais toujours mon émission avec Marine Le Pen? Ben, la réponse est claire, j'inviterais Marine Le Pen. Marine Le Pen n'est pas condamnée par les tribunaux. Marine Le Pen se situe, jusqu'à preuve du contraire, dans l'orbite de la démocratie. Marine Le Pen a un groupe très puissant à l'Assemblée nationale, et je ne suis pas là pour, comme disait Georges Pompidou, sonder les reins et les cœurs. C'est pas à moi de décider ce qu'elle pense ou ce que pensent ses amis. Elle est héritière d'un parti qui a quand même une histoire. Et j'étais d'ailleurs surprise de voir le cinquantenaire du Front National devenu Rassemblement National célébré récemment, et sans que du tout il soit fait état de quoi que ce soit qui les relie au plus loin à la collaboration, ensuite à l'OAS et à un certain nombre de mouvements factieux. C'est pas à moi de décider, elle se situe dans l'orbite de la démocratie, je l'aurais reçue. Qu'aurais-je fait avec Éric Zemmour? Je vais au-devant de questions éventuelles. Comme disait le général, je vous remercie de cette question que vous ne m'avez pas posée. Qu'aurais-je fait avec Éric Zemmour? Éric Zemmour, j'ai beaucoup combattu pour qu'on ne l'invite pas tant qu'il n'était pas candidat, parce que c'était lui donner un tremplin, lui donner la possibilité de s'exprimer et d'exprimer des thèses négationnistes et sur lesquelles il n'avait aucune légitimité. À partir du moment où il était candidat, il rentrait dans la norme de la campagne officielle et ça
cette oukase n'aurait pas correspondu, mais je trouve qu'on lui a déroulé un tapis rouge qui d'ailleurs a été assez inefficace, puisque après avoir passé 6 mois en sa compagnie sur tous les écrans de télé, matin, midi et soir, ce candidat a fait un score de 7% à la présidentielle, de 4% aux législatives, et n'a pas un seul député. Bon, ça n'enlève rien à son talent de polémiste, mais ça reste un polémiste et un négationniste. Comme disait Laurent Joly, qui est le meilleur historien aujourd'hui de la rafle du Veldiv et le meilleur historien français contemporain qui connaît parfaitement ces sujets. Ça s'appelle la falsification de l'histoire. Mais c'est un autre débat et je ne suis pas là non plus pour décerner des brevets d'histoire. Voilà. Alors, autre question plus générale qui atterrit à nouveau donc incontestablement et irrémédiablement sur votre émission. Puisque vous aviez le choix de vos invités, c'est vous qui les invitiez, pourquoi ce volant énorme de personnalités différentes entre les footballeurs, les artistes, vous avez invité Jean-Pierre Papin, entre les artistes, Patrick Bruel, les hommes politiques, syndicalistes, Krasuki, et bien d'autres. Patrick Bruel, l'abbé Pierre aussi, j'avais oublié, donc on aimerait bien connaître d'abord un petit peu votre manière, voilà, critères de choix, d'une part, et d'autre part, des grandes anecdotes par rapport à des personnalités qui vous ont marqué dans tout votre parcours de journaliste, qui n'est pas encore terminé, je l'espère. Non, mais qui est sérieusement ralenti quand même, il faut être très clair. Et c'est tout à fait normal, il faut laisser la place aux jeunes, il faut laisser la place aux autres, il ne faut pas être propriétaire de son fauteuil jusqu'à plus soif et rester sur scène comme Molière et mourir en scène. Qu'est-ce qui présidait au choix des invités? C'est simple, elle était à 60% politique, cette émission, c'est vrai, 60% politique et de politique française. Donc là, il y avait une alternance assez logique, droite, gauche, centre, extrême droite pas beaucoup, extrême gauche pas beaucoup, il n'y avait pas beaucoup à l'époque. Mais ça se succédait, ministres, opposants, ça c'était tout à fait la logique des émissions politiques, sauf qu'elle avait une particularité, c'est qu'elle arrivait une fois par semaine à une heure très emblématique et que donc la politique était à l'époque plus théâtrale et plus événementielle. Aujourd'hui, la politique est partout et donc c'est pour ça aussi qu'il y a une fatigue de la parole politique. À l'époque, elle était plus rare et on attendait que souvent ce qu'allait dire un ministre ou un député d'opposition le dimanche soir, un soir au bout d'une semaine de grève, au bout d'un projet de loi qui était très disputé, au lendemain des élections, etc. Donc les hommes politiques français, ça allait de soi. Et puis, je voulais faire venir des responsables étrangers, et on va peut-être y venir, et j'ai eu des chefs d'État étrangers, on parlait d'Hassan II tout à l'heure, mais il y avait Bill Clinton, Hillary Clinton, Gorbatchev, Helmut Kohl, etc. Et puis, il y avait une catégorie d'invités qui étaient plus des gens de culture. Alors, les gens de culture, c'était soit des écrivains, vous avez nommé Elie Wiesel, on pourrait citer Umberto Eco, ou d'autres, des musiciens, j'ai eu Yehudi Menuhin, Daniel Barenboim, des acteurs de cinéma. Alors ça a été Delon, Belmondo, Depardieu, je ne sais même plus, vous savez, j'en ai fait 500 et je les oublie au fur et à mesure. Et dans ces invitations à des artistes, quelle était l'idée? L'idée était de dire, au fond, un artiste est un citoyen comme un autre, et peut-être a-t-il, alors évidemment ça supposait que j'ai une idée s'il allait ou non avoir quelque chose à dire sur l'actualité du monde, mais il n'y avait pas de raison que, comme cette émission donnait un reflet de ce qui se passait dans le monde, ce qui s'était passé dans la semaine et ce qui se passait dans le monde,
un homme ou une femme qui étaient des citoyens de ce pays pouvaient ou non réagir avec ses impressions, ses sentiments, ses a priori, ou au contraire ses découvertes et sa façon de sentir un peu et de donner à voir, à comprendre ce qui se passait. Alors je ne les interrogeais pas de la même manière. Un homme politique, je devais obtenir une réponse, j'ai jamais essayé de coincer qui que ce soit, c'était pas ma façon de faire, mais j'essayais oui, c'était presque comme un compte-rendu de mandat, au fond. Un homme politique qui venait à 7 sur 7 se devait, au fond, de répondre aux questions qui étaient celles qui étaient sur la table à ce moment-là. Et toute la difficulté dans ce métier, on y reviendra peut-être, j'ai toujours dit, c'était de poser la deuxième question, parce que la première, elle est à la portée de n'importe qui, quelqu'un d'autre peut vous la faire, on peut les enchaîner les unes derrière les autres. Toute la difficulté, c'est de relancer, c'est-à-dire de connaître suffisamment le dossier pour être capable de faire une objection. Ce que je disais tout à l'heure avec Le Pen, on peut faire une objection, 2 objections, 3 objections, puis au bout d'un moment, il faut céder la place et passer au sujet suivant. Mais donc, l'objectif avec un homme politique ou une femme politique était de les amener à préciser leurs pensées, leur vision du monde. Qu'est-ce que c'est que la politique, sinon, au fond, une vision du monde? La politique, c'est qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on croit, quelles sont les valeurs qui vous animent, quelles sont les positions qu'on peut prendre et qu'on estime être en adéquation avec l'actualité du monde contemporain. Avec des artistes, j'étais pas là pour ça, j'étais là pour essayer de les faire parler, de les accoucher. Souvent, ils étaient timides. Souvent, c'était une prise de risque, et une prise de risque que, vous remarquerez, presque plus personne ne prend dans ce milieu artistique aujourd'hui. Parce qu'après tout, il faut être assez courageux. Quand Patrick Bruel venait à mon micro et s'adressait solennellement aux jeunes en leur disant « Inscrivez-vous sur les listes électorales », parce que vous allez devoir aller voter, il faut aller voter contre le Front National, qui est un parti raciste. C'était à l'époque un grand combat, le combat contre le Front National, c'était un des grands sujets des dimanches soirs. Et ben, il fallait prendre le risque de se fâcher avec une partie de son public. Et si aujourd'hui, vous n'entendez pas beaucoup les artistes ou les comédiens venir s'exprimer sur les femmes iraniennes, sur la guerre en Ukraine, parce qu'aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux qui se déchaîneraient dans tous les sens et qui les cloueraient au pilori et ils risqueraient gros. Et puis, très franchement, il n'y en avait pas beaucoup dont la parole était très forte et intéressante. Souvent, ça pouvait se résumer à un peu de café du commerce, et à ce moment-là, c'était raté et de leur part et de la mienne. Donc, c'était un essai de ce type d'interrogation avec des personnages qui venaient de milieux très différents. Alors vous me demandiez qui je garde en mémoire. Pour tout dire, vous savez, quand on a fait 500 émissions, si j'en garde 30 en mémoire, c'est déjà beaucoup. D'abord parce que j'ai une mauvaise mémoire, ça c'est une première chose, mais surtout parce qu'une semaine efface une autre semaine, et puis que l'émission où Sarkozy suivait François Hollande, qui suivait François Bayrou, au bout d'un certain temps, vous êtes pris par une musique un petit peu banale, j'oserais dire, et donc vous avez le sentiment qu'il ne reste plus grand-chose. Alors les personnages qui m'ont beaucoup intéressée, c'est des personnages souvent des personnalités étrangères. Je cite toujours Gorbatchev, parce que Gorbatchev, c'était quand même, c'était pas Poutine. Gorbatchev était un homme d'État qui a pris la responsabilité de faire évoluer son pays, qui sortait d'une autre forme de stalinisme, qui était le brejnevisme et apparenté, et qui a donc... J'ai cru qu'il y avait un chien. Non, il n'y a pas de chien. je sentais le bouger. Voilà, il y a le chat du rabbin. Voilà.
vous m'en faites perdre le fil. Et donc, Gorbatchev a été celui qui a transformé l'Union soviétique, celui qui a essayé de la faire sortir de son carcan totalitaire en prenant des risques énormes, y compris le risque d'être très populaire dans le monde entier et d'être très impopulaire chez lui. Et donc, ça m'a passionnée, d'autant plus que j'ai eu la chance de faire cette émission 15 jours avant la chute de l'Union soviétique. Je raconte dans mon livre comment, avec mon équipe, on s'est pointé à Moscou et que le planton au Kremlin demande « Et vous venez pourquoi ?» On vient faire l'interview de M. Gorbatchev. « Mais pourquoi voulez-vous interviewer M. Gorbatchev ?» dit-il. Et là, on se dit, il y a quelque chose qui change en Union soviétique. Le jour où quelqu'un dira « Mais pourquoi vous vous intéressez donc à M. Poutine ?» C'est qui M. Poutine ? Vous pourrez vous dire qu'il y a du progrès qui se passe en Russie. Et donc, traverser ce Kremlin qui était désert, parce que tout le monde s'en allait, le pays était en train de s'arrêter, il n'y avait plus d'essence, il faisait moins 20 degrés, l'aéroport était figé par la neige et par la glace. Et je traversais les couloirs immenses du Kremlin et je me disais, c'est pas possible, je vais voir sortir Lénine, Catherine II à cheval, enfin c'était très impressionnant. Et j'arrive dans le bureau de Mikhaïl Gorbatchev, qui était rose comme vous ne l'êtes pas après une nuit sans sommeil, et qui disait, comme un joueur de poker, au fond, l'État c'est moi, la maîtrise de l'arme nucléaire c'est moi, et qui voulait donner le change. Je me souviens que j'avais eu ma première question qui était « Monsieur le Président, vous êtes le président de quoi aujourd'hui ?» Il avait répondu avec un grand sourire et une assurance feinte, bien sûr, mais c'était un grand moment. Vous savez, il y a des moments où les journalistes qui vivent un grand moment se disent on est un peu comme le piéton qui regarde passer l'histoire et on se trouve là sur le bord du trottoir. C'est l'impression que j'ai eue. Et c'était un grand moment et un grand monsieur. Une autre, vous en voulez encore? L'abbé Pierre était un homme absolument merveilleux, à la fois généreux, chaleureux, drôle, et connaissant extrêmement bien la vie publique française. Et il avait toujours, à la fois, il avait toujours ces appels vibrants, bien sûr, qu'on écoutait avec attention sur les mal logés, qui était son mantra, et puis sur les pauvres parmi les pauvres, et Dieu sait qu'Emmaüs s'occupait de ça. Mais il avait aussi un petit coup de patte ironique sur celui-ci ou sur celui-là, un commentaire malicieux. Il avait un œil assez malicieux. J'avais même fait une émission avec lui et Bernard Kouchner, qui étaient très très complices à l'époque. Bernard Kouchner était encore le Médecins sans frontières, et donc tous les deux s'occupaient des déshérités de la planète et avaient donc des tas de choses en commun et des camarades et des amis. Donc c'était un homme comme un autre, j'oserais dire, et il était, il était charmant et délicieux et chaleureux. Dernière, avant de laisser la parole au public, puisque nous sommes en pleine... non, on va laisser la parole après au public. Vous allez avoir l'occasion de parler, parce que j'imagine qu'il va y avoir de nombreuses questions. Et je ne veux pas être le seul à en poser. Voilà, donc, puisque nous sommes en pleine Coupe du Monde, Jean-Pierre Papin. Alors, je vais vous dire, je suis nulle en foot. Je suis nulle en foot. Je vais quand même regarder samedi, je crois. Pardon, monsieur le rabbin. Donc après Shabbat. Moi, je verrai. Oui, mais après Shabbat, on aura déjà le résultat. Ah non, c'est après Shabbat. Ah oui, le match n'était pas dans l'après-midi. Ouais, oh, tout va bien. Oh, bah alors. Sinon, vous voyez, je prenais le risque, moi, il n'y a pas de problème.
Donc je vais regarder samedi soir voilà, le quart de finale France-Angleterre. Alors évidemment, je suis au courant de Mbappé, de Giroud, et j'ai entendu quand même parler de tout ça, mais franchement, je suis très nulle en sport. Et donc, j'ai pas fait beaucoup d'interviews de sportifs. Et alors, Jean-Pierre Papin, je vais vous dire la vérité, je n'ai pas l'ombre d'un souvenir. Heureusement que vous me dites que je l'ai interviewé, parce que sinon, vous m'auriez dit, est-ce que vous avez déjà interviewé un footballeur? Et je vous aurais dit non. Alors, mais vraiment, je ne me souviens absolument pas. Vous en souvenez, vous? Bon, voilà. Un de mes pires souvenirs de sportif, j'avais fait une interview, j'étais encore à la radio, j'avais fait une interview d'Éric Tabarly. Or, les grands navigateurs sont des grands taiseux. Ils n'ont pas l'habitude de parler, de s'exprimer. Et ça a été, j'étais toute jeune journaliste débutante, j'avais été terrorisée parce que sur 10 minutes d'interview, j'ai dû parler 8 minutes. Et vous ne pouvez pas savoir ce que c'est que de parler sur un sujet dont on n'a pas la moindre idée. Alors, voilà, un bateau, il y a des vagues, c'est dur, quelquefois de la tempête. Enfin, j'avais été nulle de chez nulle, mais surtout, c'était extrêmement frustrant parce qu'en effet, les sportifs ne sont pas ceux qui sont le mieux lotis pour s'exprimer. Alors, Papin, pardon, mais... Je pense que le public va s'en mettre.